c'est parti. On en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, je vais déjà vous présenter Dataspot pour ceux qui ne connaissent pas. Le Telegram même peut-être un peu, puisque c'est vrai qu'on est un peu, voilà, on est l'autre journal de la Bretagne. Euh, alors, j'ai le micro. C'est bon? Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu Dataspot et peut-être aussi un peu le Telegram très rapidement, puisque c'est l'autre journal breton. Là, on est au siège et dans le temple de Ouest-France. Le Telegram est basé à Morlaix et couvre en version papier le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan et un tout petit peu d'Ille-et-Vilaine. Alors, Dataspot, c'est une rubrique qui a été créée sur le Telegram en novembre 2015. Donc ça fait bientôt 2 ans maintenant. Pour rebondir sur ma présentation, en fait, moi je suis journaliste au Telegram depuis déjà 10 ans. Donc je suis journaliste de formation. J'ai d'abord travaillé dans des rubriques locales avant de passer sur le numérique en 2009 et de développer le data journalisme au Telegram à partir de 2015. En gros, depuis cette période, c'est 150 articles data publiés et ce qui représente à peu près 1,5 million de visiteurs uniques sur cette période-là. L'idée, quand on parle data journalisme, alors j'ai pas bien regardé les mots-clés, mais on pense souvent numérique. Donc c'est la majeure partie de l'intégralité de nos papiers sont en effet publiés sur le web, mais pas seulement, et c'était un des objectifs, c'est-à-dire de publier de la data également sur le papier. Il fallait absolument montrer et lutter pour nous contre une idée reçue, qui est que le data journalisme en fait est une infographie animée. C'est bien plus que ça, mais c'est souvent en fait ce qui est retenu, et notamment par les directions, par les personnes qui, les senior managers, etc. de plusieurs journaux de France. C'est le data journalisme, c'est des cartes interactives ou des graphiques qui bougent. Le data journalisme et la compétence data, moi une de mes principales missions, c'est de mettre cette compétence data au sein de toutes les branches et dans le processus de création d'un article. C'est-à-dire que si on va prendre quelques exemples qui sont qu'on peut deviner ici, sur l'aide aux villes, c'était la dotation globale de fonctionnement. C'est la data qui a permis de faire l'article et c'est pas la data qui a servi à illustrer l'article. C'est ça la différence, et c'est à peu près pareil pour tous les articles qu'on voit ici. Vous voyez, ça c'est des unes de journaux qui ont été faites grâce à la data. Il y en a 4 en tout sur la période. On est sur une trentaine de unes de journaux. Donc c'est pas anecdotique sur la production du journal. Et on voit qu'il y a de l'infographie fixe, mais il y a aussi des articles de 100, de 140 lignes. Pour nous, à la limite, une data visualisation peut être un article avec des mots de 100 lignes, si c'est l'article qui se prête le plus à la traduction de la donnée. Alors, l'idée de départ de la création de Dataspot, c'était de mettre en avant le data journalisme au Telegram. C'est pas quelque chose qui est arrivé en 2015. À la limite, le journalisme de données, on en avait depuis les années 70 ou 80, quand on avait un journaliste qui épluchait 500 pages de compte rendu d'un conseil municipal pour faire du budget et qui collectait et qui se créait ces données. Mais ce qui a changé, c'est évidemment l'arrivée du numérique et les compétences du numérique chez nous, et ces compétences appliquées à la production journalistique. Le but du jeu était de ne pas créer une cellule coupée du reste de la rédaction. C'est-à-dire que Dataspot, on parle souvent de cellules, aujourd'hui encore un tout petit peu moins, mais pendant les 2 premières années, la cellule, en fait, c'était juste moi. Donc c'était monocellulaire. Et l'idée était de faire travailler tous les métiers ensemble et d'essayer de partager un maximum les différentes compétences. En gros, moi je travaillais très régulièrement avec le service infographie du journal, bien sûr, avec le service documentation, parce que documentation, c'est vrai que c'est un nom de service qui est un peu daté, et à la limite qui est souvent vu de manière assez péjorative, mais pour le coup, nous, le service documentation, c'est lui qui organise la base de données de nos productions. Donc quelque part, si on veut le rendre un peu plus branché, c'est un peu le service data aussi du journal. Je travaillais énormément avec les journalistes du desk web
et également avec les journalistes de terrain pour essayer de leur faciliter la tâche sur certaines enquêtes. Et donc l'idée aussi était d'innover, de structurer et de partager les acquis. Voilà, le but et la punchline de Dataspot, c'est aussi on déchiffre, on décrypte, et l'idée c'est de partager ces compétences auprès d'un maximum de journalistes. Alors, et dans la dernière partie, c'est-à-dire depuis mars, on a passé un petit cap. On a embauché un développeur qu'on a installé au sein de la rédaction. Pour nous, c'est clairement une petite révolution, puisque dans une boîte comme le Telegram, on a toujours eu une rédaction composée uniquement de journalistes, un service marketing composé exclusivement de marketeurs, une direction de l'informatique composée uniquement de développeurs, tout ça bien cloisonné, et il fallait en parler. Enfin voilà, on dialoguait à coups de cahier des charges, mais il n'y avait pas véritablement de dialogue au quotidien. Donc là, on a un développeur à plein temps qui est avec nous, à côté de nous, et qui est ultra réactif et qui peut nous apporter une compétence numérique au quotidien. Et autre chose, là, l'idée, c'est qu'on commence à créer des passerelles avec d'autres médias, et notamment des médias locaux. J'étais la semaine dernière, moi, à Clermont-Ferrand, où La Montagne organisait une rencontre des différents data journalistes de PQR pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble sur du partage de données et sur des enquêtes voilà, au niveau de toute la France. Alors, beaucoup de mots, je vais vous montrer quand même quelques images, en précisant voilà, que toutes ces visualisations ont été réalisées en interne et qu'elles sont presque toutes réutilisables sans l'intervention d'un développeur. L'idée assez permanente en fait de notre travail, c'est si on doit faire une visualisation ou un traitement de données, on a besoin de compétences en code et en compétences numériques, mais l'idée c'est de faire des choses qui soient réutilisables, des modèles, des templates, pour qu'une personne qui ne code pas derrière puisse derrière fournir une visualisation. Alors ça c'était un petit tableau de bord, un modèle de template qu'on avait développé. Alors est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va le voir en direct? L'idée voilà, c'est qu'on avait pris un maximum de données qui concernaient la Bretagne, qu'on a rapporté en 24 heures, et là on voit en gros, hop, tout ce qui se passe en 24 heures en Bretagne. Donc voilà, ça c'est le type de... Hein? On attend toujours le premier passage de navire à Ouessant, quoi, qui arrivera peut-être. Donc voilà, ça typiquement, ça a demandé quand même un peu de développement, mais c'est des choses qui sont derrière réutilisables sans problème sur d'autres thèmes. Alors, on revient là-dessus. Alors ça, je vous montrais tout à l'heure la une du journal qui était faite sur les aides aux communes. À la base, en fait, c'était ça. Et ça, c'est un des sujets qui ont été faits dans la première année de Dataspot et que j'ai trouvé, moi, très intéressant parce que j'ai comme conviction, en fait, que la data peut aider à vulgariser certains sujets qui sont très complexes. Et la dotation globale de fonctionnement c'en est un. On traitait jusque-là ces sujets qui sont très importants, parce que quand on sort cette carte-là, c'est un mois après la manif des maires. Donc voilà, on avait quand même nos maires qui étaient dans la rue. On savait pas très bien pourquoi à l'époque, ou en tout cas les choses étaient très techniques. Jusqu'ici, on traitait ces infos avec des papiers de 150 lignes, dont le taux de lecture était très pauvre. Donc c'est-à-dire que quelque part, on n'assumait pas complètement notre devoir d'information. Et cette carte-là, sur ce sujet, a fait largement plus de vues qu'un bon gros fait divers Salas. Donc c'est plus de 60 000 vues sur la Bretagne, ce qui est totalement, voilà, ce qui est vraiment un gros score. Et donc l'idée, parce que voilà, moi j'ai récupéré toutes les données, toutes les dotations globales de fonctionnement des communes sur 3 années.
Et l'idée était de faire l'évolution, donc déjà pour coloriser, pour voir un peu les communes qui avaient perdu véritablement, qui avaient vu leur dotation s'effondrer. Et donc c'est vrai qu'on parlait rapidement en plus en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Et pour rajouter un petit peu de proximité encore, on a fait une petite grille d'équivalence pour dire que voilà, la commune a perdu, allez, 1,5 million sur 3 ans, mais plutôt que de dire 1,5 million, a perdu l'équivalent de 3 temps plein, un rond-point et un feu tricolore. Enfin voilà, c'était ce genre de choses-là. Donc pour les 36 000 communes françaises, pour réussir à apporter quelque chose qui est très important pour nous, un peu plus de proximité avec le lecteur et qu'il essaie de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de la commune. Donc la data pour vulgariser, c'est quelque chose qu'on essaie de faire régulièrement. Dès qu'on a un sujet très costaud, on pense tout de suite est-ce qu'on n'a pas possibilité de travailler avec de la data visualisation. Alors, comment je reviens? C'est là. Hop. Alors derrière, on a essayé aussi de faire des choses un peu spectaculaires. Ça, je sais pas si j'ai pu les clics, c'est anecdotique, hein, mais c'est ça, je crois que c'était sur toutes les communes jumelées avec une commune bretonne. C'est une carte en 3D, le globe, on peut bouger. Voilà, c'est des choses qui sont plus ludiques. Ça, c'est un projet assez complexe et qui nous a valu des belles récompenses. C'est un projet qu'on a mené, je vais le mettre en chargé, peut-être être un peu lourd, dans le cadre avec le West Media Lab, dans le cadre du IBLab Data Journalisme de Nantes. L'idée, c'était, voilà, Brest est notre ville la plus importante sur notre territoire de diffusion. Vous avez peut-être entendu parler du téléphérique il y a quelque temps. C'est pas la première véritable métamorphose que la ville connaît en 15 ans. Et l'idée était de voir véritablement tout ce qui était sorti de terre sur la période. Donc là, j'ai travaillé, moi, avec les services de Brest Métropole Océane pour sortir les différents plans de l'urbanisme et les différents documents. Et on a commencé à croiser, on a croisé les cadastres de 2000 et de 2015 pour faire apparaître, en fait, tout ce qui n'existait pas en 2000 et qui existe en 2015. Et avec quelques pondérations, on est arrivé à ce résultat-là, ce qui fait que tous les bâtiments orange sur la carte sont des bâtiments nouveaux par rapport à 2015. Alors c'est vrai qu'on aurait très bien pu le voir sur un cadastre. Alors on a essayé de superposer les cadastres, mais c'est des documents qui sont tellement techniques que, à moins d'être véritablement spécialiste, on ne comprend pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on a usé de la 3D et de ce petit effet waouh de la data visualisation pour intéresser les gens et pour derrière pouvoir faire un papier. Ce qui est intéressant, donc derrière après voilà, il y a d'autres menus dans cette data vis qui récupèrent d'autres choses, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet derrière de faire une enquête sur 15 ans de métamorphose à Brest et un papier de 500 lignes et 2 pages dans le journal avec les réponses des élus. Les personnes qui étaient pour les projets il y a 15 ans, qui reviennent 15 ans plus tard en disant bon bah voilà, ça nous a pas, voilà, on pensait que ça allait avoir ça comme conséquence, ça n'a pas eu ça comme conséquence. L'intérêt de la data, c'est aussi pour nous journalistes d'arriver déjà avec des informations et de pouvoir provoquer des réponses et possiblement de sortir de la langue de bois et des réponses toutes faites. Alors, dans le type de data qu'on a pu faire aussi, ça c'était sur les élections régionales, c'est des visualisations tout simplement d'un tableur de candidats. Plutôt que de le faire sous la forme d'un tableur, on faisait des petites galeries interactives qui nous permettent de faire des filtres, de trier par âge, de trier par nombre de fans Facebook tout de suite et de voir un petit peu quels sont les candidats qui sont soit le plus jeune, soit le plus sur Facebook, etc. Là, c'était de la data un peu constituée par nos soins, c'est-à-dire qu'on a souvent ce problème-là dans la presse, enfin, au niveau des campagnes, c'est comment on réussit à intéresser les gens au programme. C'est très difficile de faire des comparateurs à partir des différents programmes rédigés officiels par
par les candidats puisque ils ne parlent pas forcément de la même chose et des mêmes thématiques. Donc, et c'est très difficile pour le coup d'essayer de deviner leurs propos sans être taxé après de détournement. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a envoyé un questionnaire clair à tous les candidats sur une dizaine de questions. Ils avaient 500 signes maximum pour répondre. Et derrière, on a récupéré un fichier, et automatiquement, on a fait une mise en forme et on permet au lecteur de choisir par thématique et d'avoir à chaque fois les réponses par candidat. Et dans les templates qu'on a créés, voilà, c'est des choses sur les multicartes, des choses un peu. Là, c'était sur les Pokéstop en Bretagne. En fait, on voulait voir, c'est anecdotique, on voulait voir si Pokéstop était les Pokémon Go était un jeu de riches, parce que je sais pas si vous connaissiez un peu le jeu. Les Pokéstop, en fait, permettaient de recharger et de continuer dans le jeu. Et s'il n'y avait pas de Pokéstop et qu'on voulait quand même continuer à jouer, il fallait payer. Et donc, on a regardé un peu où étaient basés les Pokéstop. Donc là, il a fallu scraper la base de Niantic. En plus, ça n'a pas été si évident à faire. Mais on est arrivé là-dessus. Et c'est vrai qu'on voit quand même terriblement que les zones les plus pauvres du territoire sont dénuées de tout Pokéstop. Donc, si on voulait jouer dans le centre-Bretagne, qu'on a 12 ans dans le centre-Bretagne, et ben, soit on avait de l'argent et on pouvait s'acheter des recharges, soit il fallait qu'on aille à la ville, quoi. C'était un peu terrible. Aujourd'hui, ce qu'on commence à développer de plus en plus, là, on était véritablement simplement sur de l'utilisation de données, beaucoup de données ouvertes ou un peu de données récupérées sur des institutions publiques. C'est de développer le crowdsourcing et de commencer à constituer nos propres bases de données. Là, on a lancé il y a 2 semaines une petite opération, c'est l'ARCEP, il y a 1 mois, qui a dévoilé les qualités réseau, en fait, les qualités de réseau, les données que leur fournissaient les fournisseurs, les opérateurs de données sur la qualité de leur réseau. Donc on voyait cette carte en fond, c'est Orange, voilà, la qualité de la 4G d'Orange en Bretagne. Quand c'est blanc, il n'y a pas de 4G. Normalement, quand c'est jaune, il y en a. C'est des données fournies par l'ARCEP qui sont très précises, puisqu'on est sur des zones de 50 mètres carrés. Donc vous voyez, c'est très très précis. Mais même l'ARCEP a des doutes. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont en partie transmis ces données-là. C'est-à-dire, ils se demandent véritablement si les opérateurs sont véritablement fiables dans les données qu'ils apportent. Eux, l'ARCEP explique qu'ils font des contrôles, mais ils font des contrôles humains. Ils ne peuvent pas le faire véritablement sur tous ces points de 50 mètres. Donc, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de demander l'avis aux internautes. Et donc voilà, et donc quand on clique sur la carte, hop, on commence à avoir, normalement, si ça fonctionne, hop. Donc une personne qui nous déclare, voilà, sur la zone de Brest, pour Orange, ne pas capter de voix SMS. Et sur la zone, on voit un petit peu, sur cette zone à peu près de 10 km autour du point, on voit qu'on a 15 personnes qui disent bien capter voix SMS, 16 bien la 3G et 11 la 4G. Donc on en est là aujourd'hui à 800 contributions en 2 semaines, ce qui commence à nous faire une base de données assez intéressante. Et derrière, en fait, on a aussi laissé une part de commentaires libres avec une modération, parce nous on a l'habitude, en fait, sur les espaces commentaires qui sont en général en dessous des articles, à avoir énormément de commentaires limites qu'on ne peut pas laisser passer. Donc on a un système de modération a priori. Sur ce genre de truc-là, on en est à donc 800 contributions et 500 commentaires écrits. Il n'y a rien acheté. Il n'y a pas d'énervement, on est très factuel et on a des lecteurs qui jouent le jeu de la contribution. Donc là, typiquement, c'est le genre de choses pareilles qu'on a développé en interne et qu'on peut réutiliser. Là, je pense qu'on va le sortir, on calcule encore un petit peu, mais on devrait le sortir sur un autre dossier qui est assez polémique aussi en Bretagne, qui est la mérule, sur laquelle on a fait un gros dossier. Et pour vérifier, parce qu'on a assez peu de données fiables intra-département sur l'impact de la mérule. Et nous, venant du Finistère, on est clairement le département qui est le plus touché par cette lèpre du bâtiment.
Donc voilà, je pense qu'on continue, on tâtonne encore un petit peu sur le contributif, mais ça nous permet souvent d'obtenir de la donnée qui n'est pas disponible ailleurs. Alors, c'est celui-là, non, c'est pas ça, c'est ça. Alors je poursuis. On développe aussi de plus en plus, grâce aux compétences acquises en data, des choses assez... Ah, ça va pas marcher. Des choses un peu plus ludiques. Là, on a lancé un jeu voilà, qui est tout simplement un jeu de localisation qui s'appelle Bourgmaster et qui nous permet, on nous demande voilà, de cliquer et automatiquement, on a... Redon, c'est où? Redon, c'est là. Quimper, c'est là. Fougères, c'est là. Bref, donc c'est un jeu qui nous permet de... alors c'est le côté ludique en compétence, c'est assez... On essaie de faire de plus en plus un peu des... Alors c'est serious game, c'est-à-dire qu'on va pas faire du jeu sans intérêt. Là, mine de rien, il y a un intérêt de géographie locale qui se tient. Et derrière, potentiellement, il y a un intérêt éditorial. C'est-à-dire que cette base de données, nous, on va la récupérer. On est en train, en fait, de travailler sur une visualisation des villes que personne ne sait placer en France. Et donc, on a récupéré tous les points. Et on va voir, alors on l'a visualisé rapidement, mais vous voyez, par exemple, Redon, je crois, Redon, c'est la ville qu'aucun Breton ne sait placer, quoi. Donc, et donc, derrière, voilà, ça peut potentiellement faire des choses intéressantes. Et de plus en plus, voilà, on essaie de passer un peu par le ludique et par le proximité pour travailler sur des nouveaux sujets. Hop. Et même de la data à la limite pratique, on a fait juste avant l'été, en quelques jours, une petite application sur les plages bretonnes, en utilisant de l'open data de l'Office du tourisme, et derrière, pareil, en récupérant les votes des internautes, et ce qui nous a permis de faire en 2-3 jours ce que, avant de mettre en place une compétence data dans une rédaction, là on aurait été obligé de passer par un prestataire ou quelque chose. Voilà, donc cette compétence nous permet de faire des choses. Et derrière, même potentiellement, toujours, de garder un intérêt d'info. Là pour l'instant on le teste, donc on ne le met pas trop en avant, pas grand chose, mais c'est de permettre à l'internaute de nous signaler la présence de pollution, d'algues vertes, etc., et de pouvoir rebondir derrière sur des sujets. Voilà. Donc ça, je vous disais, c'est quelques exemples. En tout, on a, je pense qu'on doit être à peu près 200 productions data sur la période. Et l'idée, voilà, c'est de cumuler et en termes de techno, de progresser de jour en jour pour faire de mieux en mieux. Mais avant ça, comme avant toutes ces visualisations, on a des trucs comme ça. Ça c'était les Pokéstop, je crois. Et des lignes, ça c'était un fichier, je crois, qui nous faisait 2 millions de lignes. Et donc il y a ces compétences de traitement de données. Moi, dans le journalisme, clairement, ce qu'on voit, c'est que le data journalisme est à la mode. Donc il y a un petit côté, même les jeunes qui sortent d'école, qui se disent ouais, c'est cool, je vais faire du data journalisme. Et quand ils arrivent chez nous ou chez d'autres en stage, ils s'attendent tout de suite à faire des trucs super, plein de couleurs et qui fonctionnent. Et ils se rendent compte que c'est 90% de traitement de données, de tableurs, de nettoyage, de choses qui sont, c'est du travail fastidieux, quoi. Donc des outils de traitement, nous c'est ce qu'on utilise régulièrement. On travaille beaucoup au premier niveau avec des tableurs, avec quelques logiciels comme Libre, surtout parce qu'on est un petit journal, hein, donc on n'a pas trop d'argent pour acheter des grands outils, donc on travaille que avec de l'open source et des outils libres. OpenRefine, qui est un outil qui nous permet de nettoyer pas mal de données. Tabula ou Small PDF pour sortir d'un PDF. Je ne sais pas s'il y a des producteurs de données de collectivité dans la salle et qui envoient toujours des PDF avec des tableaux dedans. Il faut juste arrêter. C'est insupportable. Je vous rappelle que le PDF est un format qui a été créé pour une imprimante et que l'être humain qui doit le traiter n'est pas une imprimante. Donc je veux dire, c'est assez terrible. On préfère un fichier texte avec des virgules en fait entre eux plutôt qu'un truc
un truc joli. C'est pareil même sur quelquefois des tableaux Excel qui sont avec plein de jolies couleurs, des espaces partout et en traitement pour un ordinateur, c'est compliqué. On est quelquefois obligé de tout refaire, ce qui est terrible parce qu'on sait très bien que la personne qui nous a envoyé le fichier a passé 2 heures à faire ce qu'on nous on va défaire en pensant bien faire. Donc bref, je pense que c'est des choses qui avancent et qui demandent pas mal de discussions aussi avec les producteurs de données au quotidien. Et voilà, et bien sûr de plus en plus le code. On est jusqu'à il y a 2-3 ans, je pense qu'on n'avait aucun journaliste ne savait faire une ligne de code. Déjà, on avait très peu de journalistes qui étaient capables de se servir d'un tableur Excel. Moi, je pense pas qu'il faille que tous les journalistes sachent coder aujourd'hui, mais qu'il y ait une cellule d'expertise dans une rédaction. Ça permet de faire plein de choses, rien que pour les bases, qui sont le HTML, CSS, pour être capable de faire en sorte de mettre en page quelque chose et de faire ressortir. Et après, derrière, avec des langages de programmation qui nous permettent de récupérer véritablement de l'info, et d'être capable de traiter aussi toute la donnée qu'on envoie. Parce que je ne sais pas si ça a déjà été évoqué, mais pendant de nombreuses années, toute la mouvance open data s'est retrouvée heurtée au nombre très faible de réutilisation. Et donc on avait beaucoup de collectivités qui faisaient un effort pour mettre des jeux de données, voire apaiser leur base de données, faire des choses très complexes. Et derrière, il n'y avait pas de réutilisation, parce que même nous, par exemple, en tant que journalistes, on n'était pas capable de traiter ces données qui étaient déjà pourtant formatées, quoi. Donc l'open data, c'est super, il faut vraiment que ça se développe, mais nous, de notre côté aussi, en tant que médias, il faut qu'on gagne en compétences pour être capable d'utiliser au mieux ces open data. Donc voilà, l'idée, c'est quand même d'infuser au moins cette culture et de commencer justement à la diffuser en interne pour qu'on soit de plus en plus à comprendre les choses et derrière d'avoir un niveau d'expertise important avec, voilà, dans notre cas, un développeur qui pour le coup, lui, est capable de faire en 1 heure ce qu'on ferait en 3-4 heures. Voilà. Alors maintenant, nous, on en est aujourd'hui à renforcer, ce que je dis, les compétences. Moi, j'étais jusqu'ici tout seul sur Dataspot. Maintenant, je m'occupe en plus d'autres produits numériques. On a embauché un développeur, on a 2-3 personnes, 2-3 journalistes dans la rédaction qui commencent à se former. Et l'idée, c'est que ce ne soit plus une seule personne qui produise, mais qu'on ait 4-5 personnes qui soient capables de produire sur différents sujets. On a un gros questionnement aussi sur la structuration de notre base de données. Aujourd'hui, on en était encore à des dossiers sur l'ordinateur avec des CSV ou des fichiers Excel pour beaucoup. Depuis 2 mois, on a notre propre serveur et notre propre base de données SQL. Donc on est en train véritablement de structurer quelque chose pour être capable, notamment comme vous voyez pour tout ce qui est participatif et contributif, pour récupérer ces informations-là, les lier aux nôtres et être capable de sortir des choses qui soient un tout petit peu plus complexes et donc on l'espère plus performantes en termes d'infos. On doit aussi améliorer nos outils. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des outils libres. Donc beaucoup directement en code et l'idée c'est de développer des petits outils internes sur le traitement de données pour qu'on puisse le partager avec un maximum de journalistes en interne et potentiellement en externe. Je vous parlais de la petite réunion, c'était une première la semaine dernière à Clermont où en effet on était 35 journalistes de titre de PQR, donc il y avait le Parisien, il y avait l'AFP, il y avait la Voix du Nord, il y avait Nice Matin, il y avait le groupe EBRA de tout l'Est. Et l'idée, c'était de voir si on pouvait faire des choses ensemble, et ça passait notamment par les outils sur des bases de données communes ou sur des outils de graphiques ou de cartes qui sont aujourd'hui soit des outils qui sont très très chers, soit très compliqués à mettre en place. Enfin, si on a l'exigence qui est aujourd'hui l'exigence de tous les médias, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est de qualité sur tous les supports. Une carte interactive, comme je vous montre là, ça fonctionne très bien sur un grand écran. Sur un écran de mobile, c'est quand même nettement moins bon. Et aujourd'hui,
Nous, Telegram, comme à peu près tous les autres journaux, on est entre 50 et 70% de consultations sur un smartphone. Donc ça va demander aussi quand même de nouvelles inventions et de nouvelles visualisations. Et renforcer la communauté, bah, ça passe exactement par ce que je disais, donc avec d'autres médias et avec avec nos lecteurs, en leur permettant aussi de participer à l'information via des enquêtes de crowdsourcing de plus en plus et via une implication plus importante dans la création de l'info. Et j'ai fini. Oh, c'est pas beau ça 30 minutes. Ouais, voilà, maintenant tu peux t'éteindre. Maintenant tu peux t'éteindre. Et ça y est, il veut pas. Hein. Je suis désolé. Il y a des questions dans la salle. C'est pas vrai. Voilà. Bonjour, alors merci pour votre présentation. Bonjour. Je voulais revenir à propos du crowdsourcing. Ouais. Comment vous faites pour vérifier la qualité des données que vous récupérez? Alors là, ce qu'on va faire, là on tâtonne et là il y a une validation rapide, mais c'est par l'œil du journaliste sur le prochain qu'on va sortir. En fait, on affichera un point et on affichera la donnée qu'à partir du moment où 4 personnes auront répondu la même chose en provenance d'IP différentes. C'est pas un pare-feu intégral, c'est voilà, mais c'est et derrière en fait ça ne vaut. Alors pareil, cette carte de l'Arcep, elle illustre en fait un article qui explique que voilà, on n'est pas dans de la donnée statistique. Mais il y a toujours ce biais-là. Le but du jeu du crowdsourcing n'est pas non plus de devenir un institut de sondage ou d'avoir une méthode, c'est de faire ressortir des choses. Et de ce crowdsourcing-là, par exemple, on ressort quelque chose d'assez intéressant sur l'Arcep, c'est que au-delà des données affichées de manière très comment dire, très franche par les opérateurs, on voit que les gens ne comprennent pas qu'il s'agit simplement de données calculées en extérieur. Et donc, parce que ces cartes-là de réseau 4G, ça fonctionne pas à l'intérieur des maisons. Et donc ça, on n'aurait pas vraiment pu le savoir sans cette carte-là et sur l'instabilité. Donc c'est plus sur du ressenti que ça nous permet de faire des choses pour l'instant. Et après, derrière, en effet, mais vous avez totalement raison, parce que c'est le nœud du problème, c'est à quel point le contributif a une valeur d'information. Le problème, soit l'utilisateur a donné une fausse information malgré lui, ou bien il a volontairement donné une fausse information. Et définir les deux cas différents, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, on se dit que 4 personnes avec des adresses différentes qui répondent la même chose, on est pas mal. Ce sera pas, sera pas complètement fiable. Hein. Si quelqu'un veut nous avoir, il pourra nous avoir. Mais ce qui est le cas à la limite d'une personne, d'un faux témoin qui voudrait nous mentir volontairement, il peut toujours réussir à rouler un journaliste dans la boue. Donc il y a quand même une partie de bonne foi nécessaire. Vous avez une partie identification des contributeurs pour justement après leur attribuer comme un indice de confiance. Voilà, ce contributeur-là, lui, donne régulièrement de bonnes informations, alors que celui-ci un peu moins, ou celui-ci a beaucoup contribué. Ça, ce serait bien. C'est-à-dire là, pour l'instant, on est vraiment au début. Donc, on construit cette base-là. Je veux dire, on est sur le serveur. Si on veut faire ce système de validation, on va être obligé d'identifier forcément chaque contributeur. Donc, l'idée, en effet, ensuite, c'est de créer cette base de contributeurs et de créer, comme dans n'importe quel forum, potentiellement un niveau de qualité. Donc ça, ce serait intéressant. Donc c'est le tout début. On va voir si ça prend. On va voir si ça fonctionne. Mais c'est quelque chose dans lequel on croit pas mal. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez des idées sur la fréquentation des différents éléments que vous nous avez montrés? Oui, on a des idées. Alors bon, c'est des idées qui sont à mettre en rapport avec les audiences générales de notre site, hein, puisque c'est quand même porté beaucoup par le site du Telegram. En général, une datavis comme ça, on est entre 10 000 et 50 000 visiteurs, ce qui est beaucoup pour nous.
Voilà. Elle est étalée dans le temps ou... Étalée dans le temps, alors la fameuse longue traîne, elle existe, mais 90% de l'audience d'un papier est fait dans les 3 premiers jours chez nous. Donc mais ça c'est des choses aussi qu'il faut qu'on apprenne à retravailler. On est historiquement un quotidien, donc on a historiquement, on repart avec une page blanche tous les jours, donc c'est un peu notre tradition. Et voilà, c'est comment réussir à mettre en valeur et à faire comment dire vivre ces produits à long terme. C'est quelque chose qu'on découvre encore. Justement, une question me vient en vous écoutant. On parlait de longue traîne, l'économie du web, les géants du web type Amazon, eBay et compagnie travaillent essentiellement sur la longue traîne, c'est-à-dire la diversité des produits, contrairement à un magasin qui est restreint en possibilité de stock, qui doit forcément donc s'adresser en termes de choix à ce qui se vend le plus. Est-ce que justement il n'y a pas une inspiration à trouver en ligne éditoriale, peut-être pas d'aller jusqu'au modèle Amazon, mais de croiser un peu les deux pour drainer un plus large public et puis ensuite le fidéliser sur les sujets principaux à partir de cette longue traîne, justement? Ouais, je pense qu'il y aurait, c'est vrai, il y a certainement des nouvelles choses à penser. Là, pour le coup, moi, je reste encore avec ma casquette de journaliste et on arrive aux limites. Un peu quand on commence à réfléchir monétisation, audience, distribution. Enfin, c'est théoriquement voilà des sujets qui sont de la compétence du marketing de notre journal, qui se met lui aussi petit à petit à la data et qui, je pense, qui pourrait travailler assez différentes pistes, mais Oui, parce qu'on sait bien que, par exemple, pour revenir sur le cas du web, la longue traîne chez Amazon, ça représente 70% des acheteurs. Donc, si on l'oublie, ça veut dire qu'on ne garde que 30% du public potentiel. Évidemment, par contre, en termes de diversité de choix, ça représente presque 90% de la diversité. Et donc là, en ligne éditoriale, ça voudrait dire se diversifier à x9, quoi, en gros. Non, ça pourrait être. Moi, je vois en long. Il faut en faire un paradigme, mais peut-être pour aller chercher du public, ça peut être un moyen. Là, je suis assez persuadé. Nous, en termes d'audience longue traîne sur une rubrique comme Dataspot, aujourd'hui, ça correspond à 30-35% de l'audience quotidienne. Sur véritablement sur tous les articles qui traînent. Déjà, c'est différent. Oui. C'est différent. Après, ça pourrait grandir aussi, parce qu'en peut-être en allant chercher ces gens-là, ça possiblement. Aussi. Possiblement. On en reparlera peut-être dans un moment. On va parler avec Romain si vous voilà. voulez. Très bien. Alors moi j'ai une question du coup. Juste genre un petit remarque d'abord. Les Pokémon en fait c'est parce que les Pokéstop étaient basés sur un truc que Niantic avait développé avant en open source. Ouais. Donc en fait la question c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de contributeurs open source près des choses-là. On aurait pu, mais on peut faire l'étape 2. Oui, c'était quoi le jeu déjà? Je sais plus, mais ils s'étaient basés là-dessus et normalement ils avaient corrigé ce qu'ils nous avaient dit parce qu'on avait quand même réussi. Donc ils avaient pris cela et ils avaient équilibré en rajoutant quelques Pokéstop, mais toujours assez peu dans les mondes d'arrêt. D'accord. Et ma question c'était par rapport un peu la philosophie de l'open source dans ta rédaction. Tu vois, tu appelles les gens à contribuer, donc ça te crée des jeux de données toi derrière. Est-ce que ce sont des jeux de données que vous allez garder en interne? Est-ce que vous allez les mettre en open source? Et est-ce que, imaginons que demain, vous ayez développé un package, je sais pas, sur R, un module Python, quelque chose spécifique qui fait quelque chose, est-ce que vous le mettriez en open source ou est-ce que souvent c'est ça qui se heurte dans les grandes entreprises, c'est non, on va pas en gros mettre nos process métiers sur GitHub. Non, je pense qu'on a quand même cette logique-là. Après, objectivement, pourquoi on n'est pas sur GitHub aujourd'hui et pourquoi on n'a pas un espace de plateforme de téléchargement de jeux de données, c'est aujourd'hui de la compétence technique, parce qu'on n'a pas eu le temps de les développer. Donc voilà, c'est vraiment que ça. Sinon, la logique, et ce qu'on va aussi essayer de mettre en place avec d'autres médias, c'est de commencer à créer des outils. Je pense que notamment, on est totalement favorable à s'inscrire dans une logique de déposer d'avoir une bibliothèque de petits robots scrappers là pour récupérer toutes les données qui sont pas libérées. Donc donc pour l'instant, ceux-là ils existent, ils sont sur des dossiers.
Si tu veux, je te les file, mais voilà, il faut trouver en fait la plateforme et le bon outil. Et mine de rien, c'est des choses qui mettent un peu de temps à mettre en place en fait. Et surtout, il va falloir que je puisse expliquer à ma direction Oui, c'est ça. Est-ce que pourquoi ta direction j'ai travaillé 20 heures pour mettre un truc gratuit à tout le monde. Et je pense que je vais réussir à les convaincre en fait, parce qu'il y a évidemment plein de bénéfices autres possibles, quoi. Merci. Allô, il n'y a plus de questions, on applaudit Vincent. Merci.